Donc, merci en tout cas à vous d'être présents aujourd'hui et commencer sincèrement cette belle année dans la joie et la bonne humeur. Donc, nous sommes dans un format qu'on en a fait de manière assez classique avec nos amis de l'Adréal. Donc, nous avons deux réseaux qui sont réunis aujourd'hui. Donc, le réseau des acteurs locaux de l'habitat, qui est un réseau qui est animé par Laura HLM, et le réseau des ateliers du CRHH, qui lui est piloté par l'Adréal. Et donc, du coup, nous avons, comme assez régulièrement, on s'est mis d'accord pour organiser cette séquence d'aujourd'hui ensemble, pour réunir nos deux réseaux qui ont un intérêt à se connaître, à se reconnaître et à agir ensemble. Donc, on se situe aujourd'hui dans cette séquence, première séquence de début d'année 2023, qui est dans la continuité de la thématique sur la réforme des attributions et de la gestion de la demande. Et on va se concentrer plus particulièrement sur l'enjeu de la question de la cotation aujourd'hui. Alors, vous le savez, on est dans cette réforme depuis 2013, avec un certain nombre de textes qui ont été édités, avec la loi Allure, la loi Égalité-Citoyenneté, la loi Elan. Donc, tout ça fait qu'on a un certain nombre, collectivement, un certain nombre de dispositifs à digérer et à mettre en œuvre pour réussir collectivement la question de la gestion de la demande et des attributions sur notre territoire et sur l'ensemble du territoire français, évidemment, mais en particulier aussi sur les enjeux qui concernent le contexte qui est le nôtre. Alors, sur la question de la cotation, on est là sur un sujet où les intercommunalités ont un rôle majeur à travers les textes, et on le verra. C'est d'ailleurs pour ça que la séquence a été préparée avec des intervenants que je remercie d'ores et déjà pour leur mobilisation pour témoigner aujourd'hui, parce que, comme on le sait tous, quand on doit intervenir dans ce type de format, c'est toujours en plus du travail classique. Donc, merci en tout cas pour cette mobilisation. Merci à Frédéric Monet et à Pierre Uséo, alors Frédéric Monet côté Dréal et Pierre Uséo côté Aura HLM, d'avoir préparé avec les intervenants la séquence d'aujourd'hui, parce que là aussi, ça prend du temps pour arriver à un format comme aujourd'hui. Merci à vous deux. Et donc, du coup, comme je le disais, c'est un sujet où les intercommunalités sont en première ligne. Alors, évidemment, c'est aussi globalement cette réforme des attributions, mais en particulier cette question sur la cotation, oblige l'ensemble des acteurs que nous sommes, que ce soit collectivités, réservataires, État et aussi bailleurs sociaux, à transformer en fait nos modes de faire pour pouvoir répondre aux enjeux d'accueillir les demandeurs de logements qui sont importants dans notre région et de gérer l'accès au logement de ces mêmes demandeurs. Sans plus attendre, je vais laisser la parole côté Dréal, je crois, à Lydie pour les propos d'introduction, et ensuite nous enchaînerons l'animation qui sera orchestrée par Frédéric Monet et Pierre. Merci à vous. Je souhaite avant tout également vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2023, qui est riche en échéances, notamment sur la réforme des attributions, comme on l'a dit. Alors, comme l'a souligné Aïcha, cette rencontre consacrée à la mise en œuvre de la réforme des attributions, en particulier la cotation de la demande, rassemble deux réseaux, donc le réseau des acteurs locaux de l'habitat d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est animé par Laura HLM, et les ateliers du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, le CRHH, donc qui est animé par la DREAL, et dont un des volets porte sur la mise en œuvre de la réforme des attributions. D'ailleurs, pour ce qui est des ateliers du CRHH, cette animation spécifique pour accompagner les territoires dans la mise en œuvre de la réforme de la demande et des attributions a été initiée en 2016. Et depuis 2016, plusieurs ateliers ont pu aborder au début la question des données, de leur exploitation, notamment le portail cartographique de l'occupation du parc social, et plus largement les études et diagnostics locaux, et la constitution et l'usage d'indicateurs qui étaient nécessaires pour la mise en place de cette réforme, et notamment de façon partagée. Elle a aussi abordé les différents dispositifs et outils de la réforme, information, accueil des demandeurs, la mise en place des CIL, des conférences intercommunales du logement, et l'élaboration de la convention intercommunale d'attribution, ainsi que les dispositifs de cotation et de location voulue qu'on avait déjà abordés il y a quelques années. Mais là, on est vraiment dans la dernière phase, dans la phase finale de la mise en place de cette cotation devenue obligatoire depuis. Enfin, avait également été abordée l'articulation entre les politiques d'attribution, de mixité sociale et les politiques menées dans le cadre de la politique de la ville, et plus globalement les articulations avec les autres dispositifs des politiques du logement, programmes locaux de l'habitat, programmation aussi de l'offre de logements sociaux. Donc, je remercie l'association régionale HLM pour le travail réalisé avec l'équipe DREAL des politiques sociales du logement pour la préparation et l'organisation de ce webinaire.
Je remercie également par avance les intervenants, les collectivités, les bailleurs qui vont apporter leurs témoignages et échanger sur les travaux qu'ils ont engagés sur ces politiques. Et rappeler donc que ces politiques de demande et d'attribution poursuivent à la fois des enjeux forts d'accès au logement et de mixité sociale. Elles s'inscrivent depuis 2013 dans une réforme d'ampleur et sont donc, on l'a dit tout à l'heure, l'objet d'échéances importantes fin 2023. La DHUP nous fera également part en ouverture de ce webinaire des activités du niveau national sur le sujet. Alors, insister pour dire que ce webinaire régional est un lieu d'échange, d'information et de mise en commun donc, entre les différents acteurs, EPCI, bailleurs, services de l'État, donc aujourd'hui plus particulièrement sur la cotation de la demande de logement social, donc qui doit être mise en œuvre d'ici fin 2003, pour assurer plus de lisibilité et une plus grande transparence du processus d'attribution, ce qui induit des changements de pratiques conséquents dans le pilotage de cette politique publique et dans les modes de faire de chacun des acteurs, pour adapter le dispositif au contexte, aux enjeux des territoires en matière de logement, public prioritaire et également de mixité sociale. Donc l'objectif de cette séance est bien de permettre des échanges entre acteurs, de faire connaître des démarches initiées par les EPCI et les bailleurs, et de rappeler, on rappellera également les principes de la réforme et le cadre réglementaire de la cotation. Voilà, vraiment pour but de vous accompagner, pour présenter des retours d'expérience de territoire de la région qui permettront de diffuser des bonnes pratiques, mais aussi identifier des points de vigilance, de façon à ce qu'on ait une mise en œuvre de la cotation qui soit à la fois efficace, comprise, et aussi adaptée aux contextes locaux qui sont très divers dans la région. Je vous rappellerai également qu'une plateforme d'échange, Estia, gérée par l'Adréal, est à disposition des territoires, de manière à ce que puissent être partagés les documents réalisés, grilles de cotation, études, éléments de communication. On sait que vous êtes souvent en recherche et en demande de documents un peu cadres, et permettre ce transfert de bonnes pratiques entre acteurs. Et là, je pointe aussi les DETS, les services déconcentrés DETS et DETS-PP dans les départements qui pourront vous renseigner sur ce sujet. Et je vais céder la parole à François-Xavier Chopin, qui est chef du bureau de la réglementation des attributions de logements sociaux et du suivi du DALO à la DHUP, donc à l'administration centrale du ministère, pour un tour des actualités nationales. Je vous remercie. Merci. Bonjour à tous. Déjà, merci pour l'invitation et puis merci d'organiser ce séminaire de mobilisation et de remobilisation sur la mise en œuvre des réformes. Alors, quelques mots un petit peu d'informations sur les discussions et les avancées au niveau national. Alors, tout d'abord, pour vous signaler, si vous ne le savez pas, qu'il y a eu un transfert de maîtrise d'ouvrage du SNE, de la DHUP au JPCNE, qui est intervenu en juillet 2022. Alors, l'objectif, vraiment en deux mots, c'est vraiment pour simplifier l'organisation avec une entité qui est le JPCNE, qui va être désormais entièrement dédiée à la gestion et au développement du SNE. Alors, le JPCNE va être doté d'une feuille de route qui va viser vraiment dans ses grands axes à sécuriser, fiabiliser le SNE ainsi que ses services, avec, et c'est un point important, un dialogue constant avec l'ensemble de la communauté des utilisateurs. Et puis un autre point aussi important, c'est toujours viser à accompagner la mise en œuvre des réformes. Et je souhaitais juste faire un point sur quelques évolutions réglementaires qui vont intervenir au cours de l'année 2023, sans trop les détailler évidemment. Tout d'abord, des changements réglementaires qui vont être liés à l'entrée en vigueur d'un nouveau CERFA de la demande de logement social et qui va correspondre modulo quelques autres ajustements légers, surtout à prendre en compte trois nouvelles catégories de publics. Tout d'abord, on va avoir les travailleurs essentiels, vous savez, qui ont été identifiés à l'occasion de la crise sanitaire, qui exercent des activités non télétravaillables et qui sont absolument nécessaires pour maintenir une pulsation vitale pour notre économie et notre vie quotidienne. Donc, le gouvernement a souhaité faciliter leur accès et ainsi les acteurs locaux. Donc vous, dans le cadre de vos discussions au sein des conférences intercommunales du logement, vous aurez à discuter d'objectifs d'attribution au bénéfice de ces catégories de public, et puis vous doter d'objectifs d'attribution qui seront contractualisés dans la CIA. Je ne m'étends pas plus, un flash d'information a été largement diffusé. Vous pouvez vous reporter. Sachant, si on se raccorde au CERFA, il y aura donc une nouvelle rubrique qui correspond à un rétablissement de rubrique qui sera prévu dans le CERFA et qui consistera en fait à indiquer la profession du demandeur de logement social. C'était le cas dans les précédentes versions.
Deuxième catégorie de public sont les sapeurs-pompiers volontaires. C'est dans la suite en fait de la loi du 25 novembre 2021 qui vise à consolider notre modèle de sécurité civile et à valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et sapeurs-pompiers professionnels. Il est prévu en fait que les conventions intercommunales d'attribution puissent fixer un objectif d'attribution pour les sapeurs-pompiers volontaires. Donc, il y a un décret qui est en cours d'examen, enfin qui va être examiné prochainement par le Conseil d'État et qui viendra fixer un petit peu les modalités d'organisation, les modalités d'identification de ces publics. Et donc là aussi, il y aura une nouvelle rubrique dans le formulaire CERFA de la demande de logement social. Enfin, troisième catégorie de public qui, elle, vient s'ajouter à la liste des publics prioritaires, c'est celle des jeunes majeurs sortant de l'aide sociale à l'enfance, qui sont pris en charge par le service de l'ASE ou qui sont sortis de cette prise en charge depuis moins de 3 ans. Donc, c'est un nouveau public prioritaire. L'arrêté du 19 avril 2022 sur les pièces justificatives de la demande de logement social comporte les justificatifs pour identifier cette catégorie, mais aujourd'hui dans le format CERFA, à part renseigner cette information dans la rubrique précision complémentaire, il n'y a pas de rubrique dédiée. Donc là aussi, le nouveau formulaire de la demande de logement social comportera ce nouveau public. Alors, ce nouveau CERFA, il sera disponible en mai prochain, avec une période de cohabitation qui sera de l'ordre de 6 mois avec le formulaire CERFA que vous connaissez, qui est aujourd'hui en vigueur. Le troisième point, c'était sur les dispositions en faveur de la mixité sociale de la loi 3DS. Là aussi, non plus sans les détailler. Tout d'abord, en fait, le constat avait été fait que les résultats en matière de mixité sociale, et plus précisément ceux relatifs à l'objectif d'attribution en dehors des QPV, pour les ménages les plus modestes sont insuffisants. Donc, on sait les uns les autres qu'il y a tout un tas de freins et de difficultés pour mettre en œuvre ces objectifs. La loi 3DS a souhaité renforcer ces dispositions et elle a ainsi introduit une disposition qui prévoit que depuis le 22 octobre, sur les territoires qui n'ont pas de convention intercommunale d'attribution, les EPCI ont 4 mois pour notifier des objectifs d'attribution prioritaires et mixité sociale aux bailleurs et réservataires. Et avec une deadline de 4 mois, donc qui va tomber très prochainement, donc à l'anniversaire de la loi 3DS, donc le 22 février 2023, et qui fait que si les objectifs précités n'ont pas été notifiés, le taux de 25% d'attribution hors QPV aux ménages les plus modestes s'appliquera par défaut à tous les bailleurs sociaux. En fait, cette disposition, elle a été introduite plutôt pour encourager en fait le dialogue et faire en sorte que l'ensemble des territoires se dotent de conférences intercommunales du logement et puis de conventions intercommunales d'attribution. Mais à défaut, si ce n'est pas le cas, il y aura ce taux de 25% en fait, qui permet de combler un vide juridique, puisqu'en fait, en gros, on ne savait pas, en fait, en l'état de la loi, en fait, en gros, quels étaient les objectifs qui étaient assignés à chacun des bailleurs pour participer à cet objectif de mixité sociale. Et dans la ligne de ça, il y a une obligation de reporting semestriel qui a été ajoutée aussi par la loi 3DS, et qui concerne en premier lieu les bailleurs sociaux qui devront chaque semestre informer le préfet des attributions qui sont intervenues en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Alors pour sa mise en œuvre, un arrêté doit fixer les informations et leurs modalités de transmission. Alors nous, juste un mot sur la démarche, on a souhaité vraiment s'assurer de la bonne effectivité de cette mesure en réunissant une équipe projet composée de l'ensemble des parties prenantes qui vont être en charge de ce sujet. On a 3 DREAL, 3 services départementaux, 3 bailleurs sociaux et 3 associations régionales HLM qui sont mobilisées. On s'est rendu compte que quand le législateur stipule un certain nombre de dispositions, si on ne s'assure pas de la bonne mise en œuvre effective de la disposition, finalement on passe à côté de l'objectif et on a des couches supplémentaires d'obligations qui sont ajoutées et en fait en gros ça ne fonctionne pas. Et donc en fait nous on essaye de faire en sorte via une expérimentation qu'on conduit avec l'ensemble de ces acteurs, de faire en sorte que ce soit le plus souple possible, le plus facile possible, que ça constitue la charge de travail la moins importante possible pour les bailleurs sociaux, parce qu'il s'agit évidemment d'une obligation supplémentaire, et de faire en sorte que ce soit pleinement mesurable et efficient. Donc on est en train de conduire cette expérimentation, il y aura une information qui sera faite, et pour faire en sorte qu'à l'été prochain, cette obligation de reporting puisse être pleinement effective,
couverte par un arrêté. Il y a, alors derrière, je fais juste une parenthèse, en fait, notre grand enjeu, je pense que c'est celui qu'on partage tous aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs, c'est en fait, il y a derrière un enjeu de fiabilisation des données qui sont à l'intérieur du SNE. Et la dernière disposition en faveur de la mixité sociale, alors qu'il y a une disposition qui est assez attendue, c'est celle sur les résidences à enjeu de mixité sociale. Alors vous savez, aujourd'hui, les objectifs en matière de mixité sociale, ils sont définis de façon binaire, c'est par rapport au QPV. En fait, et par rapport au niveau de ressources. Et l'idée a été de descendre à une maille plus fine, et c'était l'intention du législateur. Et ainsi, la loi prévoit que la convention intercommunale d'attribution définit pour chaque bailleur social une liste de résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale. Cette liste, elle est adressée et annexée à la CIA. Et en fait, en gros, l'identification de ces résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale, elle permettra légalement à une commission d'attribution de prendre une décision de non-attribution d'un logement social à un ménage qui serait susceptible d'accentuer la fragilité en matière d'occupation sociale d'une résidence en enjeu prioritaire de mixité sociale. Donc on voit que c'est quand même un sujet d'importance en matière de politique publique. Alors évidemment, il y a un garde-fou, puisque dans ce cas, la loi impose de proposer au ménage le premier logement social vacant qui correspondra à son besoin, qui sera vacant. Alors, la mesure nécessite l'entrée en vigueur d'un décret. Vous imaginez bien que compte tenu de l'enjeu et de l'ensemble des paramètres à prendre en compte, il n'est pas simple à prendre. Donc, on est en train de l'élaborer aujourd'hui. Alors, c'est une première phase d'élaboration en chambre qui est tout à fait classique et normale. Et ensuite, bien évidemment, qu'il y aura une concertation auprès de l'ensemble des acteurs. Donc, vous aurez l'information pour mettre un avis sur ce projet. Et puis, dernier point qui est sur la cotation, je crois que Frédéric, tu en parles après, sans empiéter évidemment. Donc voilà, vous savez que la loi 3DS, mais c'est pour marteler un peu un message fort de la part du gouvernement et de l'échelon national, la loi 3DS a reporté au 31 décembre la date butoir pour la mise en œuvre de la cotation. Pour le gouvernement, c'est un chantier absolument majeur. Transparence pour le demandeur et confiance dans le système des attributions. Et puis, pour vous, éclairage et l'occasion de s'interroger sur les priorités locales d'attribution et bâtir une politique d'attribution dont les EPCI sont les chefs de file. Alors, le 31 décembre 2023, c'est demain, donc c'est bien qu'il y ait ce séminaire qui soit organisé. Et donc, tout le monde doit être mobilisé, parce qu'aujourd'hui, en fait, en gros, on est en train de conduire une enquête en passant par les DREAL pour relever le nombre de systèmes de cotation qui sont en place. Les derniers chiffres qu'on avait, c'était une quinzaine de PCI qui étaient au rendez-vous, donc sur 416. Bon, effectivement, on voit qu'on est assez loin du compte et que l'année 2023 va être assez agitée. Donc, deux derniers mots. On a prévu avec le GIP des évolutions pour faciliter en fait la mise en œuvre de la cotation. Tout d'abord, en termes de remontée de terrain, une des difficultés qui nous avait été communiquée, c'est qu'il y avait une difficulté en fait à tester les grilles. C'est vrai qu'un certain nombre de PCI nous disaient ah oui, alors moi je suis très partant et je vois tout à fait un intérêt à la mise en œuvre de la cotation, mais cette espèce de système binaire que vous avez conçu côté DHUP, à savoir en gros vous délibérez, vous l'élaborez, vous la codez et puis du jour au lendemain en fait en gros elle est applicable à tous les demandeurs. C'était pas satisfaisant. Donc, on avait prévu une base école dans laquelle on pouvait saisir des DLS, soit réelles, soit fictives, pour regarder comment ça fonctionne. Puis, on s'est rendu compte que c'était pas complètement satisfaisant, que c'était une charge de travail assez lourde. Et donc, d'ici la fin janvier, il y a une nouvelle évolution qui va être prévue dans le cadre du SNE, du module de cotation, et qui permettra, en fait, en gros, de mettre en production la grille de cotation, mais sans mise en visibilité pour le demandeur. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de saisie via la base école. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, les professionnels voient le résultat de la cotation, mais le demandeur ne la voit pas. Ce qui permet, en fait, en gros, de faire une petite expérimentation sur 1 mois, 2 mois. Et nous, on est vraiment convaincus que ce sera vraiment un facteur adjuvant pour permettre de mobiliser les EPCI, en fait, en gros, qui permettront de voir, sans que le demandeur voie, la mise en œuvre de la cotation. Et puis, la deuxième difficulté qui nous avait été évoquée, c'était l'impossibilité de connaître la décomposition de la note.
de la note issue de la cotation. Et donc là aussi, le SNE va évoluer en début d'année 2023 pour que les professionnels aient accès aux détails de la cotation, avec le sous-détail par critère. Et puis ce sera le cas également, cette visibilité du sous-détail pour les demandeurs en 2024. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la cotation. Et puis par rapport à ce que disait Lydie et sur les ressources à disposition, nous aussi, on a un site extranet, on est en train de le refondre, de le rendre beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus accessible. On va revoir toutes les rubriques et on aura à disposition plusieurs types de documents. Évidemment, tout ce qui concerne le corpus législatif et réglementaire. Et puis, on souhaite mieux partager en fait les documents réalisés par les professionnels, les pros, c'est-à-dire vous, les praticiens, pour faire en sorte que des documents qui soient réalisés sur le territoire Aura, ils puissent être vus, par exemple en Bretagne, par vos pairs. Voilà. Et pas simplement des documents élaborés par l'administration centrale. Voilà, je vous remercie.